Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Dans le studio des 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Alors, la première journée des journées de l'industriel, comment ça s'est passé? Très bien. Dans votre stand? Très bien. On a reçu la visite du chef de l'État qui a fait le tour de chaque stand. Ça, c'est une chose qu'il faut signaler. Il s'est arrêté pendant environ 5 minutes dans notre stand. On a pu lui présenter le travail qu'effectue Enoromi en matière de communication, en matière d'accompagnement des entreprises. Et donc, c'est un travail qu'il a su apprécier à sa juste valeur puisqu'il est reparti avec un exemplaire. D'accord. Et de l'autre côté, les autres stands, le mouvement dans le centre d'exposition? Bon, hier, il y a eu déjà le début des panels, des mini-conférences là. Il y en a eu 2. Donc ces panels étaient, disons, ancrés autour des problématiques de l'industrialisation du Gabon. J'essaie de résumer de manière ramassée. Et donc c'est un franc succès puisque, comme je l'ai dit lors de ce salon, il n'y a pas que des industriels, il y a aussi tout ce qui accompagne justement le secteur industriel, l'administration publique, les banques, les organismes de sécurité sociale comme la CNAMGS. Et donc tous ces acteurs et les acteurs de la communication, il y a des chaînes d'infos continues comme Gabon 24, d'autres d'informations en ligne et d'autres des mensuels comme Enoromi. Donc tous ces acteurs-là qui travaillent avec les industriels ou les accompagnent dans leurs différentes activités. Il y avait même jusqu'à la formation professionnelle, puisque la zone économique spéciale d'Uncock était là, parce qu'il y a tout un pool à l'intérieur, aussi bien de formation que de production et de transformation industrielle. Donc, d'abord hier, c'était l'ouverture, donc c'était beaucoup plus encore en vase clos, dans le sens où c'était pas encore ouvert au grand public, mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, le public pourra participer, assister à ce salon. René, tu as le programme du jour? J'ai le programme du jour, donc de 8h40 à 9h20, ouverture des stands et accueil des participants. 9h30, 11h pile, panel, dynamiser l'investissement local à travers l'approche filière. Comme orateur principal, il y a M. Hugues Mbadinga Madia, ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Modérateur, professeur Pamphile Mezuimbeng, économiste, directeur général de BGFI Business School. Comme panéliste, Monsieur Hans Landry Ivala, directeur général du pôle national de promotion de l'emploi, Monsieur Eric Bundono, directeur général de Multipresse Gabon, Madame Danielle Biwaou, directrice générale de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Gabon, Monsieur Dominique Baird, directeur général de Chimie Gabon. Ensuite, on reprend de 11h30 à 13h pile, panel, enjeux et financement de l'industrialisation en Afrique centrale. Orateur principal, professeur Daniel Ona Ando, professeur des universités, ancien Premier ministre, président de la commission de la CEMAC. Modérateur, Monsieur Patrice Moudunga Mouiti, professeur de sciences politiques à l'université Omar Bongo. Panéliste, Monsieur Yves Fernand Manfumbi, ministre du Commerce, Monsieur Gomez Agou, directeur pays FMI Gabon, Monsieur Patrick Romuald Alili, directeur national BEAC et Monsieur Noureddine Khan Diad, directeur Pays-Bas Gabon. Échange avec le pays. Et ça, c'est le programme du jour. Avec le public, oui, c'est le programme du jour. Donc, ça ouvre à 8h40 jusqu'à 9h20 d'abord pour l'ouverture des stands et l'accueil des participants. On rappelle que c'est du côté du jardin botanique. D'accord, Jean-Paul, du côté de votre stand, il y a beaucoup de mouvements? On attend beaucoup de mouvements aujourd'hui puisqu'il s'agit... déjà hier, c'était très intéressant dans la mesure où on a pu déjà nouer des contacts avec de potentiels partenaires. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, on va continuer dans ce travail-là et on va également interviewer un certain nombre de personnalités parce qu'on va préparer un numéro spécial Enoromi sur ce salon de l'industriel-là. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons recevoir un certain nombre d'invités sur le stand des Enoromi, nous allons les interviewer et puis ces interviews-là, on pourra les retrouver intégralement dans le prochain numéro. L'actualité internationale nous emmène où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le point sur les élections de midterm aux États-Unis. Puisque déjà, on a déjà, pour le Sénat, c'est à 99%, puisque sur les 50 sièges, sur les 100 sièges, en lice, on sait déjà que les démocrates en ont 48, les républicains en ont 49, et il reste
il reste à départager seulement 3 sièges. Mais pourquoi les gars, ils font comme si les démocrates avaient gagné? À la Chambre des représentants, les démocrates n'ont pas gagné. Bon, en fait, ils ont 186 sièges. Les républicains ont 206. Justement, les républicains... Pourquoi les démocrates font une campagne de communication comme si ce sont les vainqueurs? Parce que tous les sondages prédisaient qu'ils devaient recevoir une raclée. Mais on les a battus. Même si ce n'est pas une raclée, mais on les a battus. Oui, mais tu sais qu'en politique, jouer avec les mots est important pour donner au moins le sentiment que l'on a. Ils n'ont pas gagné. En fait, ils disent qu'ils n'ont pas certes gagné la bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Donc, c'est ça en fait. Donc, on leur prédisait une déroute cinglante aussi bien dans la Chambre des représentants qu'au Sénat. Ils ont su limiter la casse dans les 2 cas, même s'ils ont perdu la majorité à la Chambre des représentants, mais les républicains n'ont qu'une majorité relative. Relative dans le contexte états-unien, c'est très important. Pourquoi? Parce que en fonction des votes des lois qui peuvent arriver dans la Chambre des représentants, il peut arriver qu'en raison des réalités locales, on puisse parfois faire changer d'avis un député du camp d'en face. Donc, dès lors que la majorité est relative, c'est-à-dire que si on est aux alentours de 8, 10, 15 députés ou 20 députés d'écart, c'est pas beaucoup. Lorsqu'on peut voter une loi, on peut promettre un certain nombre de choses, on peut mettre en place un certain nombre d'amendements qui peuvent amener ces 8, 10, 15 députés du camp d'en face à rallier l'autre camp quand il s'agit du vote de cette loi-là et la faire passer. Donc c'est la raison pour laquelle pour les Républicains, ils auraient espéré une déferlante bleue une déferlante rouge dans la Chambre des représentants, et ce qui leur aurait permis de se mettre à l'abri d'éventuels, si tu veux, jeux de passe-passe que les démocrates pourraient mettre en place pour essayer de faire passer un certain nombre de lois. Parce qu'il faut savoir que la Chambre des représentants, elle est quand même importante, c'est elle qui gère le budget. Donc tout ce qui est dépenses, ça passe par la Chambre des représentants. Et puis, elle a aussi un certain pouvoir de nuisance dans la mesure où elle peut diligenter des enquêtes, elle peut mener un certain nombre et puis en dehors du vote de la loi, parce que toutes les lois passent par elle avant d'aller au Sénat. Donc la Chambre des représentants, c'est très important. Donc, mais ça ne veut pas dire que Joe Biden ne pourra pas travailler. Il pourra travailler s'il a surtout, par exemple, s'il parvient à maintenir sa majorité au Sénat. Parce qu'il faut savoir que il y a encore 3 sièges. Ça ne veut pas dire que les 3 sièges là seront démocrates. Hein? Non, ça ne veut pas dire que les 3 sièges seront démocrates, mais il faut savoir que pour ce qui concerne les élections du Sénat, il reste que pour la Géorgie, en fait. Donc, c'est les 2 sièges. Le 3e siège, en fait, c'est surtout la vice-présidente. Mais ça, la vice-présidente, on sait qu'elle est démocrate. Or, donc, les 2 sièges, c'est les sièges de l'État de Géorgie. Alors, dans la loi en Géorgie, le principe est simple. Il faut que l'un des 2 candidats ait plus de 50% des suffrages. Or, aucun des 2 n'a atteint les 50%. Donc, il y aura de nouveau des élections le 6 décembre prochain, et c'est là où on espère que les candidats seront départagés. Et donc à partir de là, si tu veux, c'est le 6 décembre prochain que l'on aura la répartition définitive des sièges au niveau du Sénat, et on saura si le Sénat a finalement basculé, est resté du camp démocrate ou bien a basculé dans le camp républicain. Alors donc la bonne nouvelle pour les démocrates, c'est qu'ils ont évité la déculottée. Mais ça peut s'expliquer pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont occulté totalement la question économique au cours de cette campagne-là. Parce qu'ils savaient que leur bilan économique était mauvais. Avec un taux d'inflation qui dépasse les 9%, ils ne pouvaient pas se targuer d'avoir un bon bilan économique. Il faut savoir que depuis que Joe Biden est à la Maison-Blanche, la Réserve fédérale, le président de la Réserve fédérale, il a relevé les taux directeurs à 3 reprises. Donc ça veut dire que l'argent coûte plus cher. Non seulement on a le coût de l'énergie qui est élevé, mais les financements le coûtent encore plus cher. Donc tout ça fait que les entreprises ont un peu plus de difficultés que d'habitude pour accéder à des financements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les démocrates, ils ont surtout appuyé sur des questions sociétales qui ont surtout marqué les Américains. C'est-à-dire, ils sont revenus sur la nécessité de préserver certains acquis, notamment dans le cas de l'abolition de la loi sur l'avortement. Il ne faut pas oublier que en juin dernier, la Cour suprême avait abrogé l'arrêté versus
Roe versus Wade, qui justement était la base légale sur laquelle la plupart des États s'appuyaient pour faire appliquer l'IVG. Or, au cours de ce scrutin, il y a eu aussi un certain nombre de référendums locaux, notamment par exemple en Californie, où on inscrit le droit à l'IVG dans la constitution locale. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont un État fédéral. On a une constitution fédérale, mais chaque État aussi a sa propre constitution. Et donc, il y a par exemple dans le Kentucky aussi. Le Kentucky, on avait fait un référendum pour demander si on devait appliquer, si on devait rendre l'IVG totale, ou bien la rejeter totalement, ou l'empêcher totalement. Alors, le Kentucky, qui est un État très conservateur, qui vote majoritairement côté républicain, a surpris un peu les spécialistes des sondages, puisque ce référendum a montré que les habitants du Kentucky voulaient que l'on garde justement ce droit à l'avortement là. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même assez surpris les gens. Et puis il y avait aussi les démocrates ont surtout joué sur ça. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils ont fait planer une espèce de spirale disant que, et ça en fait ils ont retourné si tu veux, ils ont pris les républicains dans leur propre piège, puisqu'il faut savoir que plus de 200 candidats à ces élections là, que ce soit des candidats au poste de député ou à ceux de sénateurs, contestaient jusqu'à présent les résultats de l'élection de 2020. Et donc les démocrates ont fait planer l'idée selon laquelle cette élection serait peut-être la dernière élection démocratique des États-Unis si on n'empêchait pas cette vague-là républicaine. Et surtout derrière, il y avait un autre enjeu, parce que il faut savoir que dans le système électoral américain, les élections sont gérées localement dans chaque État par ce qu'on appelle un secrétaire d'État aux élections. Et donc ce secrétaire d'État aux élections, c'est celui qui est chargé de prendre des arrêtés relatifs à l'organisation sur le plan local des élections. On l'avait vu par exemple en 2000, où le secrétaire d'État qui était par exemple en Géorgie avait pris des mesures pour limiter l'accès des Noirs au bureau de vote, donc aussi bien aux listes électorales qu'au vote lui-même. La même chose, on l'avait aussi vu en Géorgie, et c'était ce qui avait permis que, à l'époque, Jeb Bush, qui est le frère de George W. Bush, qui était candidat à son premier mandat, avait permis de remporter in extremis cette élection. On se rappelle que c'était la Floride qui avait fait basculer l'élection en faveur des républicains et donc de George W. Bush en 2000. Et donc, il y a eu aussi une véritable guerre au cours de ces élections de mi-terme-là, pour que chaque parti puisse avoir un maximum de secrétaires d'État, parce que ces secrétaires d'État-là aussi sont nommés à l'issue d'un scrutin. Et donc, il fallait, évidemment, pour les démocrates, il fallait, pour la lutte pour la démocratie, la défense des intérêts des Américains, la défense de la liberté, il fallait absolument avoir un maximum de secrétaires d'État. Donc, de ce point de vue-là, ils ont limité la casse. Maintenant, pour les républicains, évidemment, les résultats ne sont pas très bons. Et même, il y a eu quelques petites critiques au sein même des partis des républicains pour fustiger un peu la stratégie de Donald Trump. Alors, les voix discordantes disent que Donald Trump, en fait, il a péché au niveau de la qualité des électeurs, parce qu'il estime que la plupart des électeurs, la plupart des candidats qu'il soutenait, si tu veux, ne reposaient leur stratégie politique que par le fait qu'ils étaient adoubés par Donald Trump. Or, le fait d'être adoubé par Donald Trump en soi n'est pas une stratégie politique, dans la mesure où si tu as quand même un candidat un peu intelligent en face de toi, il arrive à te battre. Et ce qui explique que quand on regarde, si tu veux, la plupart des candidats républicains soutenus par Donald Trump, on est loin des résultats que l'on a espérés. C'est ce qui explique que les démocrates aient pu maintenir et pu garder ce nombre aussi important de sièges, notamment au Sénat. Et donc ça, évidemment, les gens, quelques voix dissonantes au sein du parti républicain estiment que un peu Donald Trump est à l'origine de ces mauvais résultats-là. Et puis, pour Donald Trump, ça ne changera rien à son calendrier politique, hein. Il avait annoncé, il a dit, on sait, mardi prochain, il va faire une annonce depuis sa résidence à Mar-a-Lago en Floride, où on sait, c'est un secret de polichinelle, il va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Et donc là, on aura déjà, si tu veux, on aura
le plateau qui sera planté. Donald Trump sera candidat. Maintenant, il restera à savoir si finalement Joe Biden sera lui aussi candidat. Pour le moment, je dirais c'est 50-50, puisque s'il n'y a pas une personnalité qui émerge d'ici 2024 du côté démocrate, peut-être, je parle au conditionnel, peut-être que Joe Biden pourrait être encore candidat. Donc c'est un peu dans cette situation-là que l'on se retrouve. On aura le 6 décembre prochain, si tu veux, les deux sièges de Géorgie pour savoir dans quel escarcelle ils sont tombés. Et puis à partir de là, on saura. Mais ce qui est clair, c'est que les républicains ont la Chambre des représentants. Et maintenant, restera à savoir si le Sénat restera démocrate. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.